que je salue Madame Manon Aubry qui vient d'entrer dans un studio, que je remercie. J'étais content d'ailleurs, je disais à l'antenne tout à l'heure que j'étais content de l'échange qu'on a eu l'autre jour. Vous sortez du studio en disant merci, c'est intéressant, on peut discuter, etc. Et après je vois vos tweets et vous dites du mal de moi, donc ça m'a fait de la peine. Je dis pas du mal de vous, Si, je vous confronte avec une forme de journalisme Ouah, le ton passif-agressif déjà. que vous avez tout à fait le droit d'avoir. Mais moi, Non, mais je soulignais que vous disiez pas la même chose en studio que sur les réseaux sociaux. Je crois que notre échange avait été assez animé, respectueux mais animé, et que je pense quand vous nous rendez... Attends, mais par contre, je suis désolé, mais sa voix, elle me termine. Genre vraiment, il y a une voix de dessin animé, quoi. Non, mais je soulignais que vous disiez pas la même chose en studio que sur les réseaux sociaux. Je crois que notre les réseaux sociaux, ça me fait... Bref. L'échange avait été assez animé, respectueux mais animé, et que je pense quand vous nous rendez responsables entre les lignes de délits aussi graves que d'un viol. Bon, on va pas refaire la discussion. Voilà, on va pas refaire le débat. Ah oui, le truc à Courbevoie. Bon, on a eu un désaccord acté sur le sujet. Bon. Vous voyez, ça m'empêche pas de revenir et de le dire avec le sourire. Exactement, et puis vous me direz ce que vous pensez. Par exemple, hier, je vous ai pas vu à côté de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai vu Rima Hassan. J'étais sur des plateaux télé. J'ai vu... Voix de fils de pute. Mais non! En fait, franchement, Pascal Praud n'aurait pas ses idées. Il a une voix un peu goofy. Moi, elle me fait rigoler un peu sa voix. Il parle comme ça. Je sais pas, c'est drôle. Désolé, j'essaye de voir le drôle dans le pas drôle. J'ai pas encore le don d'ubiquité. J'ai vu Rima Hassan. J'ai pas ce pouvoir-là. Quelle est la particularité de Rima Hassan lorsqu'elle est à côté de Jean-Luc Mélenchon? Elle est députée européenne, comme moi. Mais oui, mais elle n'est pas, que je sache, elle n'était pas candidate hier aux législatives. Non, mais vous savez, moi aussi, j'étais pas candidate aux législatives et j'ai fait le tour des plateaux télé hier. En réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, Pascal Praud, hier, les principaux responsables politiques de la France Insoumise étaient sur les plateaux télé. C'est mon cas, toute la soirée, vous sautez dans le plateau télé à l'autre. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a Salem. Il parle comme le mec de South Park, je les appelle non. Butters, oui, il parle comme Butters. Vous réduisez ces élections législatives à Rima Hassan à l'heure où l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir. C'est un peu réducteur si vous me le permettez. J'ai pas de problème à défendre Rima Hassan, mais je pense là, dans ce débat d'entre deux tours, on va avoir un débat projet contre projet. Je suis d'accord avec vous, mais bon, alors projet contre projet, ça m'intéresse. L'extrême droite, manifestement, le côté moral ou les critiques de l'extrême droite n'existent pas ou n'existent plus pour une raison simple, c'est que personne, au fond, en France, pense que le Rassemblement national soit d'extrême droite. Si. si, arrête. Et moi, j'attends encore qu'on me dise en quoi il est d'extrême droite. En revanche, on peut contester tout à fait son programme sur bien des choses comme sur la France insoumise. Mais l'extrême droite, ça a été défini une fois pour toutes. Ou alors, faut faire tout... Allez, vas-y, dis-lui, redis-lui la leçon. Fondée avec un ancien SS... voilà, Action française, vas-y. Manuel à Sciences Po. Fais un petit cours. Et de droit constique, nous avions. Mais c'est Salem est là. Salem veut parler. Salem. Ouais, mais elle peut même pas répondre. Ouais, bon, bref. Attends, Salem veut parler. Oui, bien sûr, vous avez le droit. Salem, c'est à vous. Attends, il va dire quoi? Il va dire, oh, moi je suis un arabe, mais j'ai voté FN. Et du coup, merci, monsieur Pro, j'aime pas la FI. Donne la parole, Salem. Oui, alors votre analyse et peut-être des questions pour Madame Aubry ou pour, que sais-je, autre chose. Pour moi, alors, il m'a demandé pour qui je votais déjà. Voilà, premièrement, je vous l'avais demandé parce qu'elle ne m'avait pas répondu, c'est tout à fait normal, vous êtes journaliste. Maintenant, moi, je vais vous répondre. J'ai voté les Verts parce que je ne savais pas pour qui voter, pour être honnête avec vous. Il n'y a plus personne qui tient prise. Il n'y a qu'un seul truc, c'est qu'on oublie depuis tout à l'heure, je vous entends parler là, mais le RN qui passe, ouais, c'est bien bon. Bah, de toute façon, Pascal, je vous en ai déjà parlé sur une fois, je vous avais appelé pour autre chose, pour vous dire que moi je suis né ici en France, mais en réalité ici je suis un sale machin, bref, on va pas le répéter, et là-bas, soi-disant, dans nos pays numéro 2, je suis un sale français, donc des deux côtés, je ne sais plus où j'habite, moi. Mais, par contre, on oublie juste un truc, En fait... Moi, toute cette séquence, elle me traumatise. Enfin, vraiment, Pascal Praud qui suce son doigt, qui en a pas grand-chose à branler. L'affect de ce mec qui écoute Pascal Praud, qu'il aime bien. Le côté un peu populo, il se dit « Ah, bah, je me reconnais en lui, au moins il dit les vraies choses. » Mais en même temps, il aime bien appeler Europe 1, il aime bien appeler CNews. Il est en mode bah, « Il raconte sa petite vie. » Il est en mode « Mais il faut que tu comprennes, Pascal. Moi, je me sens chez moi nulle part. » Il voit le côté humain. Lui derrière, il est là en mode je suce mon doigt, je m'en branle. Je sais pas, en fait, c'est ce rapport empathique qui me
qui me fait mal au cœur. Parce que ça se voit, on dirait... En vrai, ça se voit que le mec aime bien Pascal Praud. C'est son chat Twitch. Ouais, mais il le respecte pas, quoi. Enfin, je sais pas. Derrière, vu ce qu'il fait... Français, donc des deux côtés, je ne sais plus où j'habite, moi. Mais, par contre, on oublie juste un truc. J'ai eu une relation parasociale avec Praud quand j'étais en HP, j'avais que CNews, True Story. Ah ouais? Waouh. En train de rigoler, on est en train de se faire des... quand je dis des blagues, quand je vois les médias, comment ça raconte, ils aiment bien mettre la pression, faire peur aux Français. Oh oui, attention, le RN, le CI, non, c'est bon, ils se sont dédiabolisés. Mais on a oublié simplement qu'on a peut-être, 20, 25, 30% de petits cons. De petits cons qui vont pas comprendre, où on leur a buriné la tête, comme quoi le RN, c'est des gens méchants, ils vont nous envoyer... Ouah, c'est la confusion, hein. Dans les pays des patatis des patatas, si vous vous souvenez, Pascal, je vous avais dit que moi je suis dans le monde du transfert d'argent. Western Union, MoneyGram, RIA, bref, on a déjà parlé. Vous savez que Western a collé un procès presque à l'État français parce qu'ils ont les boules que le RN va passer. Donc tout ça en réalité va engendrer une merde pas possible chez nous. Ça ne suffit pas déjà dans quelle merde on est avec 3000 milliards de dettes. Pour qu'on puisse se casser la tête, allez, on vote le Front National et ils sont jamais passés au pouvoir. On va avoir un soulèvement du pays, des guerres civiles comme on n'a jamais vu. Et notez-le bien, Pascal. Oui, je vous le répète, vous allez voir ce bordel qu'il va y avoir. Tout ça parce qu'on essaie de police. Bon. Tout ça parce qu'on quoi? Attends. Ce bordel qu'il va y avoir. Tout ça parce qu'on essaie de police. Quoi? Tout ça parce que tu veux police. Bon, Salim, à la population française. Salem, on essaie de leur dire j'ai compris. Salem, je vous interromps parce que bon, on n'a rien compris. Hein. Ah, c'est vraiment un fou du bus, hein. Mais il y a que des fous du bus pour aimer Pascal Praud, quoi. Moi, ça m'ennuie toujours de parler de ce qui va se passer parce que personne ne le sait, ni vous ni moi. En revanche, je pense pas qu'on ira dans une guerre civile dans ce pays. Mais les projections sont toujours très compliquées à imaginer. On avait dit qu'il se passerait cette nuit des débordements. Arrivé, il y en a pas. Je pense que les Français, ils acceptent le verdict des urnes. C'est ça la vérité. Quel que soit le verdict des urnes, et que si ah ouais, bah on verra. Hein. Dimanche prochain, le Rassemblement national est en tête ou a une majorité absolue, je n'imagine pas la France insoumise descendre dans la rue, en tout cas le lendemain, pour contester le verdict des urnes. Je pense qu'il y aura peut-être des mouvements sociaux ensuite, c'est bien normal. Attends, pourquoi il y a la musique là? Il va dire petite pause, on reprend l'émission plus tard. Ouais, non. Normal, qui contesteront ces mouvements sociaux et la politique du Rassemblement national. Mais j'ai envie de dire, vous savez, comme on sort de 7 ans de mouvements sociaux ininterrompus, ça changera pas grand-chose. Entre les gilets jaunes et la réforme des retraites, ça changera pas grand-chose. Il est 12h14 et Madame Aubry est avec nous, vous allez pouvoir l'interroger. Et surtout, elle va pouvoir parler et dire ce qu'elle souhaite. À tout de suite. Manon Aubry. Mais elle n'a pas pu parler du tout. Putain, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il lui a dit bonjour, il lui a coupé la parole, il a invité un gars et c'était la pause. Waouh, c'est... Waouh. En fait, c'est ça qui est odieux. En fait, Pascal Praud, il a pas besoin d'être une brute, d'être une merde. Il a juste à avoir un dispositif vicieux comme ça. Manon Aubry, merci d'abord d'être avec nous et ça va être intéressant d'écouter votre analyse. J'observe 2 ou 3 choses. Les partis de gauche aux élections européennes avaient fait 31-32. Europe Écologie Les Verts, PC, PS, Glucksmann, etc. Là, vous faites 28. Simplement. C'est-à-dire que réunis, vous faites un peu moins que tous les partis de gauche réunis. 28%, c'est un score incroyablement faible de la gauche en France. Attends, c'est vrai ce qu'il dit? Pas sûr de sa take. Quelle est votre analyse? Le taux de participation a augmenté entre les élections européennes et les élections législatives. Et ce qui est intéressant à comparer, c'est l'évolution entre 2 scrutins similaires. Oui, Glucksmann, oui, qui a agrégé une partie de la Macronie aussi, oui. Ah oui. Législative, et ce qui est intéressant à comparer, c'est l'évolution entre 2 scrutins similaires, 2 élections législatives. Et en 2022, la NUPES fait 26%, là, le nouveau Front Populaire fait 29%. Donc on progresse en pourcentage et on progresse aussi en voix, puisque en 2022, on a fait 5,9 millions de voix. Et là, on a fait 9 millions de voix. Donc on progresse en termes de voix. Par contre, là où je vous rejoins... Si, aux européennes, la gauche avait un total plus élevé que le NFP. Oui, si on considère Glucksmann étant... Avec vraiment... Tous ses soutiens sont vraiment de gauche, quoi. Bah non, les gens.
Enfin, je veux dire, la Macronie aussi a fait un meilleur score durant cette élection. C'est aussi parce qu'il y a une partie des voix Glucksmann qui se remettent sur Macron. Parce qu'il n'y a plus de Glucksmann là dans l'équation. Donc bon. Après là, il a voulu s'imposer pour un débat. Alors, je sais pas si vous avez vu ce soir, il y a un débat, il y a Glucksmann. Ouais, j'espère qu'il va pas se faire ce putain de débat. Quel enfer. C'est que je pense qu'on n'est pas au maximum de la mobilisation de l'électorat de gauche. Au présidentiel en 2022, l'ensemble des candidatures de gauche ont fait 11,2 millions de voix. J'ai regardé ça ce matin parce que c'est intéressant, ça nous dit quelque chose de la marge de progression potentielle en valeur absolue de personnes qui ont voté pour un candidat de gauche au présidentiel en 2022 et qui ne sont pas nécessairement revenus voter tout court à ces élections législatives, même si on a un taux de participation historique. Et c'est pour ça que je veux m'adresser à ce peuple de gauche au sens large, à toutes celles et tous ceux qui ont voté à un moment dans leur vie à gauche et qui sont sensibles aux questions de partage des richesses, aux questions d'agir contre le réchauffement climatique, de réformes institutionnelles pour redonner du pouvoir au peuple. Bref, tout ce que sont les fondamentaux de la gauche, de leur dire que c'est le moment ou jamais de vous mobiliser parce que le nouveau Front populaire est le seul à pouvoir incarner une alternative, à barrer la route au Rassemblement national. On sait, le 8 juillet, Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. Ils ont perdu, c'est fini. Donc ça va se jouer entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, raison pour laquelle il faut une mobilisation la plus large possible du nouveau Front populaire. 28%, je disais, c'est assez faible. Je regardais le poids de la gauche dans les dernières élections législatives. En 2012, par exemple, lorsque François Hollande est élu, 2012, contre Nicolas Sarkozy, la gauche est à 42%. 42% aux élections législatives. Mais il est en train de refaire l'histoire oui, tout le monde le sait. À 28 aujourd'hui. Et il a trahi tout le monde a été dégoûté. C'est un score historiquement bas, je le disais. Là où ce que je vous disais, c'est que c'est intéressant de regarder sur le temps long et je conteste absolument pas ces chiffres, mais on va pas se cacher, le quinquennat de François Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche et depuis, on a repris notre petit bâton de pèlerin pour aller reconquérir notamment les classes populaires. On est loin d'avoir achevé ce travail, je suis d'accord. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué au sein du NFP d'expliquer que le PS s'est tué lui-même, qu'après il a fait des petits scores et qu'ensuite, nous, la gauche de rupture, on a grimpé. Parce que là, tu fais alliance avec le PS concrètement. Donc tu peux pas tenir ce discours-là. Pourtant, la réalité historique, elle est là. Elle est là. Mais là, c'est compliqué de tenir cette position-là parce que du coup, tu tapes sur le PS. Bref. D'accord avec vous, mais on est en progrès par rapport à 2022. Et je pense qu'il y a encore un chemin pour la victoire. Il est sinueux, il n'est pas facile, mais je veux le dire à toutes celles et tous ceux, votre auditeur qui avait voté écologiste et qui a sans doute le cœur à gauche, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont un peu l'estomac noué ce matin et qui se disent dans quelles mains on va laisser le pays le 7 juillet prochain, il est encore possible pour le nouveau Front populaire de l'emporter. Mais pour ça, il va falloir aller convaincre personne par personne, circonscription par circonscription, pour ouvrir un chemin d'espoir. Bon, vous dites François Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche. J'observe qu'il est dans votre alliance. Oui, mais sur le projet du nouveau Front populaire, ça vous a pas échappé non plus. Bon, il est aussi dans l'alliance. Bon, oui. Alors, parlons de Jean-Luc Mélenchon. Parce que... c'est intéressant ce qui s'est passé hier soir. Jean-Luc Mélenchon d'abord a pris la parole très tôt à 20h10. Et il 20h15. A pris, oui, à 20h15. Et il a pris la parole en premier, quasiment. Et c'est lui qui a pris la parole, alors qu'on pourrait imaginer que ce soit Monsieur Bompard qui menait la campagne législative, puisque lui se présente alors que Monsieur Mélenchon ne se présente pas. Et puis il était à côté de Rima. C'est pas dit qu'il se présente pas, hein. Il ne s'exclut pas. Hassan, qui n'est pas candidate. Bon. Il se trouve que Rima Hassan, pour beaucoup... Ah oui, mais Manon Aubry n'est pas candidate. Et pourtant, tu l'as invitée. Genre, je comprends pas. Des lecteurs de gauche, et Jean-Luc Mélenchon aussi, mais particulièrement Madame Hassan, c'est un repoussoir. Écoutez. Je termine juste, c'est une question. C'est un repoussoir. Et c'est un repoussoir, pourquoi ? Par exemple, la semaine dernière, Madame Hassan a publié sur les réseaux sociaux ce qui est une fake news. Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. Je sais pas si c'est une fake news, parce que moi, j'ai vu, avant de voir son tweet, j'avais vu, je pense, une vidéo qu'elle a vue, qui est une vidéo où tu vois des Palestiniens qui ont été sortis de ces camps et qui en parlent et qui disent oui, dans une prison il y a un chien qui
Alors, c'était des chiens ou un chien. Il y avait une histoire de viol avec des chiens et tout ça. Donc, ça vient de là, en fait, cette info. Et c'est directement traduit du témoignage de quelqu'un. Hein. La formulation de la phrase n'était pas claire. En fait, c'est surtout qu'elle a pris un rapport de l'ONU, qui, je crois, de l'UNRWA ou de l'ONU, qui en parle, mais sauf que la formulation de l'ONU, c'est pas du tout ça. C'est d'entraîner des chiens pour les Israéliens entraînent des chiens, mais ça ne rentre pas dans des détails comme ça. Mais moi, avant ça, j'avais vu aussi cette interview qui était passée sur Twitter, là, un petit extrait de 3 minutes. Donc moi, je voyais que l'info, elle venait de là, en fait. Donc bon, bref, oui, c'est confus. Mais moi, en fait, désolé, mais moi, j'y crois. Enfin, c'est genre, ça ne m'étonnerait pas. Les méthodes de subjugation sexuelle pour faire une guerre de pression psychologique horrible, ça c'est je veux dire, surtout dans des conflits au Moyen-Orient, c'est un truc qui s'est développé de fou, quoi. Enfin, c'est... Et puis les États-Unis, pareil, hein. Les États-Unis, ils s'en privent pas. Alors eux, c'est peut-être pas des chiens, mais ils ont des techniques de torture sexuelle aussi, hein. Y a pas de... Enfin, je veux dire, ça existe tout ça. Alors pourquoi ça n'existerait pas pour Israël? Et pour la haine raciale et coloniale qui est la leur, en fait, donc ça ne m'étonne pas, en fait, genre désolé, ça ne m'étonne pas, genre... Qui a été la semaine dernière, lundi dernier. Il se trouve que Rima Hassan est plutôt considéré... Il n'y a pas de limite à l'horreur. En fait, c'est même pas une question de vouloir faire un truc horrible, c'est une histoire de... dans la guerre psychologique, c'est de... En fait, le but, c'est que, comme ça, t'es pas obligé de retenir indéfiniment quelqu'un en prison, mais quand tu le sors de prison, il est tellement brisé psychologiquement que dans sa psychologie profonde, même s'il essayait de se relancer dans un mouvement de contestation ou quelque chose, il est trop brisé. Et pour ça, il faut que t'ailles t'attaquer à des affects profonds chez les gens, à des peurs profondes qu'ils ont. Et spoiler, chez des Arabes, chez des musulmans, pour qui la sexualité, quand même, c'est quelque chose de... Voilà. Il y a une certaine pudeur à avoir autour de tout ça. Désolé, mais les violer en prison, c'est une technique pour les briser à un tel point que ils pourront pas s'en relever, quand bien même ils seront dehors. Donc bien sûr que ça sert, bien sûr que c'est une strate. Je soyez pas étonnés. Les pro-Hamas. Chez tout le monde, le viol, ça détruit. Oui, mais il y a des populations qui y sont plus ou moins préparées. Genre, voilà, c'est tout. Là, c'est un rapport à la masculinité aussi qui s'opère. Quand tu violes des hommes musulmans qui sont des combattants ou des militants, genre... Mais oui. Mais après, si tu veux, tout le monde est détruit par un viol, si tu veux. Oui. Comment ça, plus ou moins préparé au viol? Personne n'est préparé à ce que ça fait un viol, mais chacun peut avoir des... Enfin bref, c'est plus complexe, c'est des histoires de pudeur, c'est des histoires de fierté personnelle, Enfin voilà. La différence, c'est que tu mets une femme féministe en prison, tu la violes, quand elle ressort, elle en parlera peut-être de son viol. Et elle dira qu'elle est fière, et elle dira qu'elle se bat pour quelque chose, et elle se bat aussi pour ce qu'elle a subi. Maintenant, prends un mec musulman, militant palestinien, mets-le dans une prison, derrière, est-ce que ce mec-là va assumer de la même manière qu'il a été violé? Non. Est-ce qu'il va être capable de parler, ne serait-ce que de ça, à une seule personne autour de lui, pour se libérer de cette souffrance? Non. Donc il va devoir garder ce truc-là sur ses épaules. Il va pas pouvoir faire le même chemin de traitement de ce qui lui est arrivé. C'est ça la différence. C'est que c'est une honte trop intime. Qui même dans un cercle révolutionnaire palestinien, même dans un cercle comme ça sera difficile à entendre et difficile à assumer. Et c'est un tel déshonneur, une telle dégradation, que ça n'a rien à voir avec la manière dont un viol peut être traité pour une femme féministe ou... Voilà, il y a cette fierté partout. Bah oui, mais entends ce que je te dis, tu comprends quand même. Tu fais comme si d'un coup il y avait plus de notion de genre, il y avait plus de notion de pudeur sexuelle, il y avait plus de notion de culture, de religion. Mais bien sûr que toutes ces composantes, même dans le cas d'un viol, elles existent. Genre, c'est pourquoi vouloir à tout prix faire comme si le viol c'était la dimension tellement diabolique que rien n'existait, il n'y a plus aucune catégorie et du coup tout le monde le vit de la même manière et c'est horrible. C'est pas vrai. Quand bien même on parle de ce qu'il y a de pire sur Terre, quoi, de se faire violer en prison. C'est pas vrai que tout le monde le vit de la même manière. Et que tout le monde est détruit de la même manière par ça. C'est horrible. Je suis désolé d'aborder un truc aussi sombre. Mais il faut être réaliste. Alors, même face à l'horreur, il faut être capable de cerner que sociologiquement, il y a des différences. C'est tout.
Non, c'est faux. C'est faux, monsieur Pro. Bon, en tout cas, elle est souvent perçue comme ça. En tout cas, elle souhaite la destruction. Elle ne souhaite pas la destruction d'Israël. Si je peux me permettre, on a en direct un test grandeur nature de comment... Va regarder les fémélistes. Oh non, je suis fatigué. Là. Une autre fois, mais moi c'est bon, hein, je suis déjà assez stressé par... j'ai pas envie de me rajouter de la transphobie. Hein. J'ai déjà des raisons d'être inquiète, donc c'est bon. Comment l'extrême droite peut arriver au pouvoir? Mais je termine la question parce que je voulais vous poser la question. Sont disséminées des informations qui sont fausses à notre égard et qui sont de la calomnie. Elle n'a pas de la calomnie. Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens. Vous avez dit qu'elle est... Elle veut juste dire que les hommes ont beaucoup plus de difficultés d'en parler. Oui, les hommes, mais en plus les hommes arabes, musulmans, palestiniens. C'est genre, voyons, c'est une consubstantialité aussi. Genre, il n'y a pas que la masculinité, il y a d'autres dimensions aussi. Parce que regardez, chez nous aussi, il y a des hommes qui sont violés. Mais chez nous, ils en parlent peut-être même plus facilement, même si c'est encore un tabou, hein. Mais il y en a qui parlent. Enfin bref. De comment l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Mais je termine la question parce que je voulais vous poser la question. Sont disséminées des informations qui sont fausses. Perso, chez moi, on disait que l'armée était interdite aux femmes parce que si l'ennemi les capture, il leur réserve un sort pire que la mort et qu'elles supplieront pour mourir qu'on les abrège de leur torture. Il y a des chances que tu meurs de la torture alors qu'ils prendront bien le soin de garder les femmes en vie pour en faire des esclaves sexuels, mais bref. Oui, mais en fait... c'est s'imaginer qu'il reste aussi une dignité de la part de l'adversaire, à savoir que il va respecter le côté un peu, je sais pas moi, guerrier qu'il peut y avoir chez ses opposants masculins, tandis que les femmes, elles sont traitées comme des moins que rien et elles sont ramenées à la sphère d'oppression patriarcale et donc exploitées comme sexuellement. Sauf que tu peux aussi briser cette frontière à partir du moment où tu penses que c'est une stratégie de guerre psychologique que de briser des hommes en leur faisant vivre, qui est censé être réservé aux femmes. Là, tu passes dans une dimension supérieure, qui est tellement inimaginable pour certains, qui la subissent, que tu les brises profondément. Justement, il n'y a pas de limite dans cette guerre-là. Il n'y a pas de limite. Donc les femmes, elles ne sont pas simplement épargnées. Les hommes aussi peuvent subir ce traitement-là, précisément parce que ça va les atteindre profondément et beaucoup plus, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit possible qu'on leur inflige ça. C'est au-delà des limites du pensable, en fait, pour des mecs. Donc, oui, bien sûr que ça existe. Genre. Elle ne souhaite pas la destruction d'Israël. Si je peux me permettre, on a en direct un test grandeur nature de comment l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Mais je termine la question parce que je voulais vous poser la question. Sont disséminées des informations qui sont fausses à notre égard et qui sont de la calomnie. Elle n'a pas de la calomnie. Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens. Vous avez dit qu'elle est considérée comme un soutien du Hamas. C'est faux. C'est faux. Elle a condamné les actions du Hamas et même plus loin. Elle dit même que le Hamas trahit le peuple palestinien. Ce avec quoi je suis profondément d'accord. Et pour en revenir à votre premier point sur Jean-Luc Mélenchon, parce que je comprends qu'il soit au centre des attentions. La question, parce que j'ai pas posé la question. Mais permettez-moi de vous reprendre sur les éléments qui sont factuellement faux. Écoutez, Rima Hassan a dit Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. C'est une fake news ou pas ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Rima Hassan a dénoncé toutes les... Mais est-ce que vous êtes capable de prouver que c'est faux? À part dire que le communiqué de l'ONU, c'était pas exactement ce qu'il disait. Est-ce que vous êtes capable de prouver que c'est faux? Moi, je pourrais faire l'inventaire, hein. J'ai pas le temps là, il faudrait que j'aille rechercher. Mais faire l'inventaire de toutes les méthodes de guerre psychologique sexuelle qui ont pu être utilisées dans des conflits au Moyen-Orient ces dernières années. Et je peux vous montrer que c'est pas étonnant si ça se fait dans une prison israélienne. Genre, c'est pas étonnant. Ça n'est pas étonnant. Horreurs commises par l'armée. Israël a des chiens entraînés. Je dis pas que c'est vrai, parce que moi non plus, j'en ai pas la preuve certaine. Mais je dis que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Avec ça. Rima Hassan a dénoncé toutes les horreurs commises par l'armée. Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. Ce que toutes les organisations des Nations Unies, toutes les organisations des droits humains dénoncent à ses côtés. Madame Aubry, lundi dernier, Rima Hassan a écrit, je le répète, pour la troisième fois. Mais oui, mais vous répondez pas, vous condamnez pas de diffuser des fake news. C'est quand même quelqu'un qui est dans votre parti. C'est une fake news. Ce n'est pas vrai. Que la fake news, c'est le fait que vous ayez dit... Mais sincèrement, là c'est pas ce qu'elle dit, Manon Aubry. Mais c'est parce que c'est dur, hein. Je pense que c'est horrible. Mais moi, je pense que le meilleur angle, ça serait de parler de ça, justement. Ça serait de parler du fait que oui, les méthodes de guerre psychologique, on les a vues.
On peut parler des Américains et de ce qu'ils ont fait en Afghanistan. On peut parler de ce qui s'est passé sur le régime de Bachar el-Assad et tout ça. On peut citer ces choses-là. Moi, c'est comme l'autre fois, là, il y a un exemple dont je vous parlais et que j'ai pas voulu aller jusqu'au bout parce qu'il est horrible, c'est l'exemple du manche à balai. Je crois que c'est une prison sous Bachar el-Assad. L'exemple du manche à balai. Où pour aller... bref, je vais pas vous faire un dessin, mais disons que le manche à balai était un passage obligatoire si on voulait avoir à manger. Donc, et personne ne nettoyait le manche à balai. Voilà, je vous donne pas plus de détails. Mais voilà, mais ce genre de truc a existé et existe, et ce sont des méthodes qui se développent. Alors, on peut pas confirmer que ça a pu avoir lieu dans une prison palestinienne. Personne ne le sait, parce que tout est obscur. Mais tout nous mène à penser que ça serait pas étonnant si ça se passe, en fait. L'instant qu'elle soit un soutien du Hamas. Alors, Abu Ghraib, Irak. Ouais, je sais plus. Le truc du manche à balai, je sais plus. Mais en fait, c'est beaucoup d'informations que j'avais été chercher à une époque, mais ça fait longtemps. C'est une fake news, monsieur Pro. En revanche, est-ce que, et certains se posent cette question étonnante d'ailleurs, est-ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite au fond la victoire du Rassemblement national et ne souhaite surtout pas avoir le pouvoir et veut imaginer, pourquoi pas, le chaos et une révolution en France? Attends, quoi? C'est quoi sa question? C'est trop bizarre. Souhaite au fond la victoire du Rassemblement national. Donc Mélenchon, il veut ça. Il voudrait que le RN gagne. Et ne souhaite surtout pas avoir le pouvoir et veut imaginer, pourquoi pas, le chaos et une révolution en France. Ah, ça veut ça, mais Mélenchon, c'est l'agent du chaos, quoi. C'est le Joker. Genre, pour lui, c'est ça. C'est Mélenchon, il serait heureux si dans la rue, il y a la guerre civile et il monte sur une voiture et Mélenchon, il danserait comme ça. Ouais, c'est... Franchement, rien que le fait de poser cette question est problématique. Parce que toute la vie politique, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la démocratie. Mais toute sa vie politique a été consacrée précisément à construire une alternative à l'extrême droite, dont on sait le danger pour notre pays. Oui. Et je vais vous le dire, parce que la question de la victoire ou de la défaite de l'extrême droite, c'est une question de survie pour des millions de gens. Pour des gens racisés, pour des gens d'origine étrangère, pour les LGBT, pour les droits des femmes. Les droits de toutes ces populations-là, ça représente des millions de gens dans le pays. L'extrême droite va s'y attaquer. Et Jean-Luc Mélenchon a pleinement conscience que c'est les droits de ces gens-là qui sont en question. Et il n'a pas hésité une seconde, il l'a dit lui-même, à jeter la rancune à la rivière vis-à-vis... Oui, après, sois un peu classe first aussi, hein, sinon tu peux dire aussi la vie des gens, l'argent, quoi. La vie des organisations de ce qui constituait la NUPES pour se retrouver le plus rapidement possible et pour être en capacité d'ouvrir ensemble un chemin d'espoir pour permettre à la gauche de gagner. Notre vie tout entière, à nous toutes et à nous tous, est dédiée notre combat politique au fait non seulement de barrer la route à l'extrême droite, mais d'ouvrir un chemin d'espoir. Donc je vous laisserai pas faire le procès à Jean-Luc Mélenchon. C'est une question que je vous posais. Oui, mais vous dites... Elle est dans le débat public, cette question, oui, vous savez bien. C'est une question qui est autant une affirmation. Vous demandez, non, elle est dans le débat public. Est-ce qu'il n'a pas envie de, finalement, laisser gagner le Rassemblement national? Mais pardon, elle est dans le débat public. Ceux qui ont ouvert un chemin, j'ai envie de dire, c'est pas un chemin, c'est une autoroute à l'extrême droite, ce sont les macronistes. En prenant des pans entiers du programme du Rassemblement national, comme la préférence nationale, en l'inscrivant dans des lois comme la loi immigration, ce sont eux qui ont ouvert le chemin de l'extrême droite. Et ce matin encore, quand ils renvoient dos à dos, j'ai entendu Bruno Le Maire, moi aussi ça m'a glacé le sang, qu'il renvoie dos à dos la France insoumise, c'est-à-dire la gauche de notre pays, avec l'extrême droite, à l'heure où l'extrême droite est peut-être à 5 jours d'accéder au pouvoir. Franchement, bon, je vous le dis, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable pour les gens qui vont subir les premiers. Mais il y a 35% des gens qui ne sont pas d'accord avec vous en France et qui ne pensent pas que c'est l'extrême droite. Ça laisse un bon 2 tiers. Ça laisse un bon 2 si, il y en a qui pensent que c'est l'extrême droite, ils sont même très heureux. 2 tiers qui ne sont pas d'accord avec les politiques d'extrême droite. Vous savez, je respecte la démocratie. On va marquer une pause. Mais je vais me battre avec les arguments. Avec, oui, l'arme des arguments. Et l'arme des arguments, c'est ce qu'on a de plus fort. Et je pense que l'histoire jugera les macronistes pour avoir ouvert non seulement ce boulevard, mais aussi d'avoir livré des millions de personnes dans notre pays. J'entends bien, mais ce discours moral ne passe plus parce que personne ne pense ça. Je pense qu'il passe. Il y a quand même 29% des Françaises et des Français qui ont voté pour le nouveau Front Populaire. Il faut aussi les respecter, monsieur. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, je pense qu'il faut attaquer le Rassemblement national projet contre projet, mais d'expliquer que l'extrême... Putain, hein, elle a... Ouah. Comment on dit? C'est quoi l'expression? Elle a du courage. Oui, bon, bref, elle a du courage, hein. Parce que Pascal Pro, quel enfer.
droite et en gros fasciste, raciste. En plus, il est pas méchant avec elle. Elle s'en sort bien, ne serait-ce que pour ça. Il fait pas le connard avec elle. Juste, il est hypocrite. Il finit par lui couper la parole et il lance sa pub là. Etc. Brave fille, elle est brave. Non mais c'est horrible. Vous dites ça aussi parce que c'est une petite meuf un peu mignonne. Elle est là, elle a quelque chose d'espiègle. Et du coup, vous êtes en mode brave fille. Elle est brave. Ah non, mais respectez-la aussi, c'est bon. Elle est raciste, Monsieur Pro. Elle l'est. Mais j'ai pas de problème à parler aussi des questions sociales puisqu'ils ne défendent pas non plus les droits des travailleurs. Ils s'opposent à l'augmentation du SMIC. Ils s'opposent. Elle est corse. Ah, je savais pas. Au blocage des prix, il s'oppose à la taxation sur la fortune. Oui, le Rassemblement national est une arnaque sociale. Et ben vous avez alors ça c'est intéressant et vous avez tout le temps. En même temps, comment on peut lui refuser quelque chose avec son petit sourire là, c'est vrai hein. Pour exposer votre projet. À tout de suite. Pascal Praud revient dans un instant sur Europe 1 avec vous au 01 80 20 39 21. Vos commentaires aussi sur la page Facebook. Écoutez. Europe 1, Pascal Praud. Droite-gauche, le retour. Si je devais faire un titre de ce qui s'est passé hier soir, je pourrais dire ça. Manon Aubry est avec nous, elle va pouvoir échanger avec un auditeur. Alors, ce qui m'a quand même frappé, il y a 2-3 choses qui m'ont frappé et votre analyse, cette fois politique, m'intéresse, Manon Aubry. D'abord, le sursaut de la politique. C'est vrai. Et vous... Oui, c'est vrai. Là, vous pouvez remercier le Front National ou le Rassemblement National. Parce que qu'on soit pour ou contre, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, bien souvent, des gens se sont déplacés, soit pour être contre le Rassemblement National, soit pour être pour. On peut imaginer. Pour la gauche aussi. Bah, on peut imaginer en tout cas qu'il soit... Je pense qu'il y a un vote aussi d'enthousiasme et de cœur pour la gauche. Je souffrais qu'il y a des gens qui s'y sont allés avec... Oui, mais bon, je pense que la détestation du RN est forte. Non, mais il y a un truc particulier chez moi où je le vois aussi comme un signe vraiment positif. Traditionnellement, le découpage du taux de participation en fonction de l'âge est assez sidérant. De manière résumée, les personnes âgées votent beaucoup plus, 2 à 3 fois plus que les plus jeunes. Et là, il y a une mobilisation de la jeunesse aussi qui Ça se transforme, mais c'est pas encore ça. Intéressante. Et j'espère qu'ils vont prendre cette habitude civique d'aller voter. Oui. Puisqu'ils sont venus beaucoup pour la première fois voter, j'espère qu'ils reviendront voter à toutes les élections et que ça va transformer notre rapport aux politiques et à la démocratie. Et là où je vous rejoins, c'est que tout le monde en sortira gagnant. Bon. C'est pas dit, hein. Je pense sous le fascisme, les gens ils risquent d'être tellement dégoûtés qu'on va retourner dans un truc un peu abyssal. De toute façon, est-ce qu'on aura encore le droit de vote? Est-ce qu'on pourra seulement encore voter, hein? Bon. Deuxième chose, et ça c'est très très intéressant, c'est peut-être le plus intéressant, c'est... Beaucoup de jeunes ont voté RN. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non. La marge, franchement, hein. Ouah, l'arrêt sur image par contre, je suis désolé. Bon, je le laisse. Hein. On dirait un zombie de Zelda. Non. Si tu fais voter les jeunes, le RN il gagne pas. Hein. Le RN il représente quand même une part importante, hein, qui est pas négligeable. On est autour des 20%, 20-25%. Mais non, c'est écrasant, hein, c'est du 40%, du 35% pour la gauche. Hein. Oui, on est proche des 50%, ouais. La fracture géographique. C'est-à-dire que dans les métropoles, j'ai regardé Nantes, 5 circonscriptions, les 5 vont basculer à gauche. Paris, je n'en parle pas, c'est un raz-de-marée. C'est-à-dire... Je peux arrêter à est-ce qu'on aura le droit? Ok, je m'arrête, je parle plus du tout. Que Monsieur Delogu, Madame Sandrine Rousseau... Marseille, Monsieur Delogu. Monsieur Delogu, c'est Marseille. Oui. Mais Monsieur Ébric Caron, oui. C'est Paris. D'ailleurs, il en est où de Delogu dans sa circo? On n'en a pas parlé de lui. Il en est où de Delogu? Madame Rousseau... Il est élu au premier tour. Oh, let's go. Oh, la star. Oh. C'est Paris. Sarah Legrain, mais Madame Obono. Il va pouvoir retourner à l'Assemblée, sauf que là, Yael Braun-Pivet, elle sera plus, oui. Tout ça, elle sera dans l'hémicycle. Mais avec 55, 60, 65. Très largement, oui. Très largement. Alors, comment vous expliquez ça? Parce que ça, c'est une analyse de fond. Pourquoi toutes ces villes... Ces métropoles où c'est dur d'ailleurs, parfois la sécurité, il y a des problèmes de sécurité en ville. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. C'est plus dur de vivre à Paris, bien souvent qu'ailleurs. Ça coûte plus cher. Et comment vous expliquez que... Peut-être qu'il y a aussi la... Attends, quoi? Mais quoi? Quoi? Parce que ça, c'est une analyse de fond. Pourquoi toutes ces villes, ces métropoles où c'est dur d'ailleurs... Il est en train de dire pourquoi les villes votent à gauche alors qu'il y a de l'insécurité et que la vie est chère?
Parfois, la sécurité, il y a des problèmes de sécurité en ville. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. C'est plus dur de vivre à Paris, bien souvent qu'ailleurs. Oui, ça coûte plus cher. Pourquoi les gens de la ville sont pas racistes? Parce que, je sais pas, le multiculturalisme, ils le vivent de manière concrète, de manière matérialiste. Genre, c'est pas un truc fantasmé sur la télévision. Ils regardent pas forcément la télé. Ils en ont pas besoin parce qu'ils vivent dans un quotidien qui, la télé leur dit le contraire. Donc... Et comment vous expliquez que... Peut-être qu'il y a aussi la reconnaissance du projet. Parce que l'insécurité, elle arrive pas quand tu vis là où il y a les immigrés, Pascal. Et ça, déjà, c'est faux. Mais c'est juste que quand tu vis cette insécurité concrète, tu en comprends toute une couche de dimensions complexes. C'est-à-dire que c'est pas tous les Arabes qui vont t'agresser. C'est certains. C'est, je sais pas, les petites bandes qui s'emmerdent. Ah, mais la petite bande qui s'emmerde, peut-être que en fait, tu connais la daronne d'un tel. Et tu sais que le gamin, voilà quoi, il fait des conneries, mais tu connais la daronne, tu sais de quelle famille il vient. Enfin, c'est toute cette cette complexité-là qui fait que les gens relativisent beaucoup plus, en fait, ce qu'ils appellent l'insécurité. Voilà, hein. Puis de toute façon, moi, je le rappellerai jamais assez, mais quand vous vivez dans un quartier chaud et un quartier pauvre, vous vivez dans ce quartier. Les gens, ils vont pas taper sur vous parce que vous êtes voisins, en fait. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut pas oublier. Hein. Généralement, vous êtes aussi en sécurité pour ça. Parce que les gens, ils identifient votre visage. Donc, quand bien même ils peuvent faire des dingueries, ils ont conscience que vous êtes du coin. Donc, bon. Porté par le nouveau Front Populaire, qui est à la fois le plus à même de répondre à ces urgences sociales que vous évoquez, au coût de la vie, avec l'augmentation des prix. Et nous, on propose des choses assez simples, comme de bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est une divergence majeure. On en discutait hors antenne avec les macronistes et l'extrême droite, qui, de ce point de vue-là, sont d'accord. De la même mesure, quand on propose d'augmenter le salaire minimum à 1 600 € net, ça fera la différence pour des millions de gens qui peinent à joindre les deux bouts dans ces quartiers où le coût de la vie est très cher et il est difficile de survivre. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élément de vote. Ça m'a frappé, il y a plusieurs gens qui m'ont dit hier qu'ils ont voté pour leur dignité. Au-delà des propositions politiques, c'était un vote pour leur dignité parce qu'ils se sentaient attaqués dans leur dignité humaine. Et là, je ne fais que rapporter leurs mots, qui seraient évidemment les plus à même de dire. Pourquoi plus à Paris que dans la France périphérique ? Peut-être parce qu'il y a plus de personnes racisées qui sont aussi dans ces quartiers populaires et qu'il y a une mobilisation des quartiers populaires qu'ils subissent dans leur propre chair et de manière intime. Les gens qui font peuple, voilà. Le risque et le danger du Rassemblement national. Et il y a eu non seulement des très bons résultats dans ces endroits-là, mais il y a eu aussi un énorme surplus de mobilisation. Je n'ai plus le chiffre final en tête. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, je crois que c'est quasiment x2 en participation, qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart de nos élus sont élus au premier tour en Seine-Saint-Denis. Et c'est la preuve qu'il y a une France qui n'est pas résignée, en fait. Et le lendemain d'une élection comme celle-là, vous avez le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et j'ai envie de donner un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a le verre à moitié plein de millions de Françaises et de Français qui ne sont pas résignés à l'idée de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et qui se sont mobilisés, certains pour la première fois. Hier, j'étais place de la République. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, c'est pour ça que je parlais de la jeunesse. Il n'y avait pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Non, il y en avait en plus. Il y en avait. J'ai vu des journalistes qui ont dit ça, mais regardez bien les images, il y en avait. Il y en avait, et vous savez, nous, on a des drapeaux bleu, blanc, rouge dans tous nos meetings, donc j'ai aucune difficulté là-dessus. Oui, on ne peut pas les attaquer là-dessus. Hein. Et ce qui m'a frappé, il y avait vraiment des drapeaux, effectivement. Respiristes, là. Parfois palestiniens, parce il y que avait des drapeaux algériens. Monsieur Pascal Promet. Je veux raconter ce qui s'est passé hier soir place de la République parce que ça m'a vraiment saisi. Il y a plusieurs jeunes, et notamment des jeunes femmes, qui sont venues me voir. Et puis à Paris, les agressions que tu vois, c'est des blancs en uniforme qui agressent des noirs et des arabes. C'est la gauche qui fait des propositions pour limiter cette insécurité, la droite propose de l'augmenter. Ouais. Qui se sont mises à pleurer en me serrant dans les bras. Et vous voyez, en vous racontant cette histoire, j'ai encore un peu la chair de poule et qui m'ont vraiment supplié et qui m'ont dit mais nous abandonnez pas, on est paniqués et on sait pas quoi faire. Et c'était, je sais pas quel âge elles avaient, je leur ai pas demandé, probablement 18, 20 ans, c'était leur premier vote. Bah oui. Et j'ai envie de leur dire, je sais pas si elles... T'imagines, ça y est, ton premier vote, ça va être fascisme, quoi. Écoute, aujourd'hui, ou si elles se reconnaissent... C'est toi versus le fascisme. Mais j'ai envie de leur dire que c'est pour elles qu'on va se battre. Putain, mais moi, quand on me disait « Oh là là, désolé, on va vous léguer un monde de merde, il y a le réchauffement climatique et vous aurez pas d'emploi », mais j'étais encore bien naïf, hein.
Je savais pas qu'ils allaient me léguer en plus les descendants d'Hitler. Hein, ouais. C'est pour elle qu'on va se battre. Et vous savez, après, c'est 3 mois de campagne d'élection pour les élections européennes. C'est 3 semaines de campagne express pour les législatives. On est sur les rotules, on est épuisé, mais pourtant, on va jeter toute notre énergie, toute notre détermination pour aller gratter voix par voix, circonscription par circonscription et avoir le meilleur résultat possible dimanche prochain. Et en particulier pour ces jeunes filles-là qui avaient le cœur lourd, je veux leur dire que nous, on va se battre avec détermination, avec la rage au ventre, mais aussi l'espoir au cœur. Et c'est à cet espoir que je m'accroche ce matin. Eh ben merci en tout cas, Manon Aubry. Merci à vous, Pascal. Manon, merci. Ok, bon, bah c'était pas si méchant que ce que je pensais. Mais Pascal Praud, hein. Mais elle répond bien, hein. Franchement, elle s'en sort bien. Hein. Elle arrive à bien s'en sortir dans ce dispositif-là, hein, je trouve. Ah ouais. Bravo Manon. C'est bien.